Il est 10h. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Dictaphone. Culture, info, politique, médias, associations. Dictaphone. Décrypté par les étudiants de Sciences Po. Dictaphone, le talk show des étudiants de Sciences Po Menton. Dictaphone sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 10h et ça y est, c'est parti pour leur deuxième émission avec les étudiants de Sciences Po Menton. On est heureux de vous retrouver, je vous rappelle pour tous ceux qui nous suivent, bien sûr sur la FM, le 96.6 ou le Facebook, le site internet, fmradio.fr. Vous pouvez venir nous voir, nous suivre en live Facebook. C'est parti pour une heure d'émission avec le thème d'aujourd'hui avec les étudiants. Donc vous connaissez le concept, on vous l'avait expliqué, chaque mois, nous allons donc avoir une émission avec les étudiants de Sciences Po Menton. Ça s'appelle Dictaphone et nous recevons à chaque fois trois associations sur un thème bien précis. Nous allons donc dans un premier temps présenter les associations qui sont avec nous aujourd'hui et dans un deuxième temps, nous débattrons sur ce thème. Le thème d'aujourd'hui, la solidarité locale et internationale. Et pour débattre sur ce thème aujourd'hui, nous avons donc les représentants de l'association Menton Livraison, Tom Autré. Bonjour Tom. On t'entend pas, qu'est-ce qui s'est passé? Le micro est ouvert pourtant, donc il y a quelqu'un qui a dû toucher le micro. Ah oui, alors attends. Voilà, c'est du direct, vous avez bien compris. Et puis, comme on discutait beaucoup politique avant l'émission, donc j'ai oublié d'appuyer sur un bouton. Voilà, donc bonjour Tom. Bonjour. Voilà, maintenant on t'entend correctement, je suis désolé. L'émission c'est parti, Joseph, bonjour. Bonjour. Voilà, je vous parle bien dans le micro et Joseph est en train de faire les partages sur Facebook pour lancer cette émission. Et puis on a pour représenter, donc on a l'association avec nous Solidarity, représentée par Édouard Seller. Bonjour Édouard. Bonjour. C'est bien Édouard, ça fait bien sérieux comme prénom. Et puis la fille de l'équipe aujourd'hui, elle est toute seule, elle est là, elle représente l'association Sciences Po Refugee Help Menton, j'ai bien prononcé? Oui. C'est Cyrine Ben Redjeb. Bonjour. Voilà, aujourd'hui j'ai écrit tous les prénoms parce que alors ma spécialité, je l'ai fait le mois dernier, c'est que je me loupe toujours sur les prénoms. Donc il faut que je note les prénoms parce que je ne me rappelle jamais. Donc voilà, Cyrine, Édouard, Tom et Joseph qui sont avec nous aujourd'hui pour parler de ce thème. Donc on va commencer par présenter les associations. Donc venez nous rejoindre pour ceux qui nous suivent, qui nous écoutent sur le 96.6, sur le www.fmradio.fr. Venez nous suivre sur le live Facebook, c'est parti. C'est bon Joseph, tout fonctionne, on est en direct Facebook, ça marche, ok, parce que j'ai pas le retour visuel. Donc on va présenter la première association qui est avec nous aujourd'hui, l'association Menton Livraison, donc je disais représentée par Tom Autré et Joseph Moussa, qui va prendre la parole en premier. Donc je vais un petit peu vous donner les infos sur cette association. Menton Livraison est une association bénévole de livraison gratuite aux seniors et à toute personne dans le besoin en période de pandémie, une association qui a fait, je ne suis même pas brelire, tu vois, c'est génial, fait toujours ses preuves à ce jour avec la crise sanitaire qui nous touche maintenant depuis 1 an. Donc un des deux va me répondre. Pourriez-vous nous présenter rapidement cette association, son but, ses membres, son action actuelle? Oui, bonjour. Alors du Tom, coup, bonjour oui, c'est Tom. ça. Bonjour. Allez, vas-y Tom. Donc Menton Livraison, effectivement, c'est une association qui a été créée lors du premier confinement pour donc venir en aide aux personnes qui ne pouvaient pas forcément porter leurs courses ou qui avaient besoin, disons, d'assistance. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a divisé en 2 pôles. Un pôle plus qui va prendre les commandes au téléphone avec les personnes qui nous appellent, etc. Nous, on a un catalogue avec plus de 200 produits de première nécessité qu'on peut leur proposer. Et ensuite, on est en partenariat donc, avec le magasin U-Express de Menton. Et ensuite, on leur livre les courses dans l'après-midi avec des personnels aussi du centre d'action sociale de la mairie de Menton. Et voilà, on a réalisé il me semble, 1000 livraisons, c'est bien ça, au cours des 2 confinements réunis. Et donc, moi, je peux parler surtout pour le deuxième confinement, parce que le premier, j'étais pas là, mais le premier, il y avait beaucoup plus de gens, on va dire, de la ville de Menton. Tandis que le deuxième, on était une douzaine d'étudiants de Sciences Po, voilà, à faire toute la semaine des livraisons et des commandes. D'accord. Alors, qui a eu cette idée au départ? 1000, vous vous rendez compte, 1000 livraisons, c'est énorme. C'est bien parce que ça vous a occupé, surtout. Vous n'êtes pas resté comme certains étudiants à pleurer dans votre chambre. Vous avez relevé vos manches et vous avez dit on va aider les autres. C'est ça. Moi, par exemple, j'ai travaillé quasiment 45-50 heures sur le deuxième confinement. Donc, c'était quand même, entre 10 et 15 heures par semaine. Donc, c'était assez prenant, mais finalement, c'était assez bien puisque
comme vous dites, ça nous évite de rester chez nous. Voilà, le matin, on commençait à 8h, ça nous donne un peu un rythme de vie. Vous sain étiez aussi. presque dans un rythme scolaire, vous étiez encore, donc ça vous a gardé ce rythme, on va dire. Voilà, c'est ça. Ça donne des activités. En confinement, Voilà. nous, avec les cours en ligne, etc., au moins, on avait quand même un peu déjà un lien social, une occasion d'avoir un rythme sain. D'accord. Qui a eu cette idée, qui a eu l'idée de départ de dire on va faire ça? C'est toi, Joseph? C'est bien ça, Voilà. bien ça. En début mars... Joseph, essaye de te rapprocher du micro. D'accord, Voilà. excusez-moi, Voilà. c'est mieux. Voilà, C'est mieux. voilà. D'accord, c'est parfait. Du coup, en début mars, des collègues et moi, on avait constaté que la pandémie, elle s'empirait non seulement en Chine, mais également en Italie. Et si je vous rappelle bien, au début de la pandémie, c'était vraiment ces deux pays. On parlait seulement de la Chine Exact. et de l'Italie. Mais on s'est dit, c'est normal qu'éventuellement, ce virus, il va non seulement venir en France, mais également, on aura ces mêmes restrictions qu'on a vues en Italie et en Chine en premier temps. Et du coup, il y a 3 collègues et moi, je note notamment Tommaso, Mathilde et Nalouen. On s'est assis autour de la table dans ma cuisine. On a commencé à réfléchir à une manière dont on pourrait venir en aide à ces personnes. Et tout simplement dit, on a fait un constat très simple. Durant cette période extrêmement difficile et qui va venir, il y aura des personnes qui auront besoin d'aide, et notamment les personnes âgées, les personnes en difficulté à Menton, et des jeunes comme nous qui seront prêts à aider. Et du coup, c'était juste une question de faire ce lien, de mettre en place cette plateforme où justement, vous pouvez venir en aide. Ça s'est mis très vite en place? Relativement, oui. On a pris plus ou moins 2-3 semaines. Et D'accord. Vous êtes habitué en fin de compte à gérer ce type de projet. On vous apprend aussi dans vos études à réagir rapidement, peut-être. Ça fait partie de votre ADN? Je dirais, et également à penser envers le futur, en fait. D'accord. Voilà, j'ai pu comprendre déjà dans la première émission que vous étiez beaucoup à penser aux autres, les étudiants de Sciences Po, puisque, je rappelle, vous êtes un peu plus de 400 étudiants, 70 nationalités sur le campus de Menton, et je ne sais plus combien d'associations, mais c'est énorme le nombre, plus de 30 associations, je crois. C'est bien ça, facilement. Voilà, 30 associations. Alors, on rappelle à nos auditeurs que Sciences Po Menton, tous les étudiants font pratiquement partie d'une association qui est créée au sein du campus de Sciences Po. Donc chacun participe à l'association dont il a envie, le thème qui lui plaît. Et aujourd'hui, vous êtes 3 aujourd'hui à être, on va dire, des spécialistes de la solidarité puisqu'on présente cette association. Alors, vite fait aussi, est-ce que vous avez, les partenaires, tu en as parlé, la ville de Menton? C'est bien ça, Principal partenaire. On tient à remercier les Mentonnais en premier temps parce que durant le premier confinement, justement, il y a eu un énorme nombre de Mentonnais qui se sont proposé leur aide pour effectuer ces livraisons. Qui ont rejoint l'équipe de Menton Livraison et également, évidemment, la ville de Menton qui nous a offert le local et qui a été à nos côtés tout le temps. Pour nous aider. La ville de Menton a été réactive, donc aussi par rapport à votre projet, parce que c'est vrai, c'était pas évident de voir arriver des jeunes et donc sur un projet pareil, mais tout le monde a été, je pense qu'à ce moment-là, tout le monde a été très réactif. Ça a été ça la solidarité, on en parlait tout à l'heure. Et surtout, on avait besoin de leur soutien logistique puisqu'on n'a pas forcément de voiture ou quoi que ce soit, donc pour faire des livraisons, ils nous ont mis à disposition. Je suis bien placé pour le savoir puisque vous êtes monté en taxi et en bus ce matin, donc bravo les jeunes en tout cas. Ils ont rejoint, il faut le signaler, ils ont rejoint le studio en taxi et en bus, puisque je rappelle qu'on est à Castillon et ça il faut le faire, et ils sont arrivés très tôt, ils m'ont réveillé. Non, je rigole. Alors, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, vos besoins. Alors l'association Menton Livraison continue à fonctionner aujourd'hui? Pour l'instant, pas forcément, puisque c'est vraiment quelque chose qui se met en pratique lors des confinements. Que quand tout le monde est bloqué, oui, c'est vrai, j'allais dire. Voilà, c'est ça, parce on peut circuler. Oui, puis même la solidarité, elle s'organise plus. Par exemple, aussi, je sais que pendant le deuxième confinement, il y avait un petit peu moins de livraisons par jour que pendant le premier confinement. Il me semble que pendant le premier confinement, les pics, c'était peut-être 30 livraisons par jour. Le deuxième confinement, il n'y a pas eu de vrai confinement, c'était que le week-end, je crois, c'est ça? Non, c'était toute la semaine, mais après le truc c'est qu'il y avait plus de gens aussi qui pouvaient aider. Par exemple, il y avait les familles souvent qui étaient descendues, qui allaient avec les personnes un peu plus qui étaient dans le besoin, qui pouvaient leur faire leurs courses aussi. Du coup, on avait un petit peu moins d'appels, mais c'était quand même très dynamique. Donc voilà, on ne sait pas s'il y aura un troisième confinement peut-être, mais dans ce cas-là, on reprendrait potentiellement. D'accord, donc l'association Menton Livraison va perdurer, on va dire. En attendant, elle va continuer à exister. Aujourd'hui, elle tourne au ralenti, elle fonctionne pas vraiment puisque on est libre de ses mouvements, même si on est, on va dire, sous le régime du couvre-feu, mais ça n'empêche pas. Donc vous avez encore des besoins aujourd'hui, des projets, ou pour l'instant ça sommeille? C'est bien ça, on a bien travaillé plutôt dur pour essayer de pérenniser parce qu'on constate bien qu'à Menton, il y a beaucoup de personnes plutôt âgées. Je note bien que environ 17,6% des Mentonnais ont 75 ans ou plus.
selon l'INSEE, le site de statistiques du gouvernement français, du coup, on constate bien qu'il y a beaucoup de personnes âgées à Menton. Et on a bien travaillé pour essayer Alors moi, je fais que dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes aussi, mais il y a pas mal de jeunes, mais aussi pas mal de personnes qui aiment faire leur retraite ici. bien sûr. Et du coup, on a bien travaillé pour essayer de le pérenniser, mais malheureusement, ça n'a pas nécessairement marché. Du coup, nous, on est toujours à l'attente d'un appel D'accord. de la mairie si éventuellement il y aura un 3e confinement pour venir en aide aux Mentonnais. Et D'accord. Et est-ce que hors confinement, ne parlons pas confinement, mais est-ce que cette association ne peut pas continuer à être en parallèle du CCAS de Menton et ponctuellement donner des coups de main? Parce que le CCAS de Menton a ce système aussi, je crois, hein, donc ça existe. Le CCAS de Menton a un système de livraison de repas, mais c'est différent dans le sens où c'est pas personnalisé, c'est pas aussi efficace de prendre l'appareil, d'appeler et de faire passer sa commande pour le jour même. Et du coup, malheureusement, sans ce support logistique de la part de la mairie, que ce soit en termes de camions, éventuellement de personnel, on n'arrive pas à pérenniser l'association et ses activités. Et est-ce que vous avez... On doit se limiter au confinement à présent. D'accord. Et est-ce que vous avez des besoins aujourd'hui pour l'association encore ou rien de spécial pour l'instant? Je dirais rien de spécial, pas vrai, Tom? Oui, c'est ça. Hors confinement, effectivement, tant qu'on n'a pas évolué sous une autre forme et proposé un autre type de service, d'accord. On est un peu en stand-by. Alors, première association, vous venez de découvrir sur cette première partie, l'association donc Menton Livraison, donc toujours sur ce thème de la solidarité locale et internationale. Et là, plus particulièrement, Menton Livraison, c'est la solidarité locale. On va parler solidarité internationale un peu. On va présenter, on va faire honneur aux filles puisque je les présente en dernier tout à l'heure. Je m'en excuse, Cyrine. Normalement, j'aurais dû te présenter en premier. Y a pas de souci. Mais voilà, je suis à l'ancien, tu sais, je suis un peu attaché à certaines règles, mais je me suis loupé là. Alors, l'association Sciences Po Refugee Help Menton, représentée par Cyrine Berenjeb. Donc, l'association créée en 2015 sur le campus de Sciences Po Paris vient en aide aux migrants, réfugiés et demandeurs d'asile en France grâce à des actions variées. Association apolitique avec un objet social d'aide humanitaire. C'est ça, j'ai bien... Exactement. C'est exactement ça. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette association et puis bien sûr, donc, c'est combien de membres vous êtes et ce que vous faites actuellement, son action actuelle? Bien sûr. Eh bien, Sciences Po Refugee Help, ça a été créé en 2015, comme vous l'avez dit, à Paris. Puis, on a aussi une association à Nancy et à Menton. Donc, sur Menton, on est plus directement confronté à ce type d'aide internationale puisqu'on va aider les migrants en Italie, à Ventimille notamment. C'est-à-dire que nous, voilà, on est touché, tout ce qui est en fait général frontière, c'est sûr que c'est ce qui se passe. Ouais. Et du coup, on a plus de 40 bénévoles cette année. Et puis, depuis la création de Sciences Po Refugee Help Menton, on avait un partenariat avec la Croix-Rouge monégasque. On allait sur le camp Poroy à Ventimille. Sauf que depuis qu'il a fermé, on ne peut plus y aller. Alors, il a fermé à cause du Covid, je crois, c'est ça? Oui, il y a plusieurs pour d'autres raisons. Il y a plusieurs raisons, plus ou moins subjectives. Politique aussi, on va dire, on ne va pas aller sur ce terrain-là, c'est ça? Voilà. Mais du coup, il a fermé l'année dernière et depuis cette année, on essaye de se débrouiller d'une manière autonome. C'est pour ça qu'on organise des maraudes. On organise aussi des conférences pour éveiller les esprits, etc. Donc, on mène plusieurs actions. On a un parcours civique à Menton pour le campus parce que les deuxièmes années doivent faire des stages civiques dans des associations. Donc, on organise des parcours civiques aussi et on mène plusieurs actions. Alors, tu disais tout à l'heure, au début, tu as dit une quarantaine de bénévoles, c'est ça? Oui. Et est-ce que c'est que des étudiants ou des gens de l'extérieur? Que des étudiants. Voilà, des gens de l'extérieur peuvent venir rejoindre votre association, vous aider, des Mentonnais ou d'autres personnes, ou c'est vraiment réservé qu'aux étudiants? Je dirais que c'est réservé pour les étudiants, mais parce que c'est une association étudiante. Oui. Donc, mais pourquoi pas y réfléchir? Mais les étudiants ont de la famille, par exemple, et il se peut que le père, l'oncle, le cousin a envie de venir aider et vous suivre. C'est possible. Après, il y a les conférences où c'est accessible à tout le monde. Les conférences, elles sont accessibles à tout le monde, mais les actions, pour l'instant, c'est que les étudiants. D'accord. Alors, vous avez donc cette action, elle est vraiment, ponctuelle. J'allais dire ponctuelle, elle est réelle, puisque vous avez vraiment, on est à la frontière et donc on est vraiment touché, puisque après les autres au centre de la France, on a certainement moins ce problème-là. On le voit plus chez nous à la frontière italienne. Vous avez des partenaires pour. Alors, vas-y. On travaille avec Keshania à la frontière pour des distributions quotidiennes. Puis on a la Croix-Rouge monégasque qui nous aide beaucoup à organiser nos maraudes, qui nous aide pour le financement, etc. Alors sur les maraudes, c'est que de la nourriture ou c'est aussi de l'habillement, nourriture, un peu de tout? La dernière fois, on a fait de l'habillement. Donc si des gens veulent donner des habits, on prend, bien sûr. C'est dommage, vous êtes monté en taxi, mais j'ai 3 sacs pleins dans la voiture. Je vous contacterai pour vous les donner. Merci.
Donc, mais principalement, c'est de la nourriture. D'accord. Alors, juste une petite aparté, mais tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas. Une anecdote qui est tombée cette semaine, on m'a dit qu'en fin de compte, souvent, une autre association d'aide aux sans-abri, on va dire, pas spécialement migrants, veut donner des habits, mais en fin de compte, ils veulent que des habits avec des marques et qui refusent souvent des... Non. Ça n'existe pas là-bas? Non, pas du tout. Parce Voilà. qu'on doit subvenir à leurs premières nécessités, donc les manteaux, etc. On ne cherche pas les marques. D'accord. Non, mais pas vous, ceux qui récupérez, les gens qui sont dans la rue. Il y a des gens qui ne prennent pas les habits parce qu'ils veulent des habits de marque. Ils veulent pas des habits communs. Donc c'est une remarque qu'on m'a fait cette semaine parce que je voulais donner, pourquoi je te dis ça, je voulais donner les 3 sacs d'habits. Elle m'a dit est-ce qu'il y a des marques dedans? Non, alors on les prend pas parce qu'ils veulent pas, ils les veulent pas. Donc voilà, c'est étonnant. C'est pour ça que je t'ai posé la question si ça existait aussi de l'autre côté de la frontière. Donc les besoins que vous avez actuellement, Cyrine, par rapport à votre association? On a besoin de donations, d'argent surtout. D'argent. On a des cagnottes qu'on essaye, on demande de l'aide pour organiser nos maraudes, etc. Comme vous l'avez dit, les habits aussi, parce qu'en ce moment c'est l'hiver, donc il fait froid et les personnes, on peut trouver des personnes sans chaussures, sans manteau. Mais c'est les deux besoins qu'on a. Deux besoins. Donc pour vous donner de l'argent, comment on fait? On a nos cagnottes, on a une page Instagram avec un lien dessus sur lequel on peut... Alors c'est vrai que les jeunes, c'est Instagram, hein, donc c'est vrai qu'on a du mal. Moi, on me parle beaucoup d'Instagram. J'ai un compte Instagram, mais j'ai du mal à y aller puisque ça fonctionne beaucoup avec les jeunes. Donc une page Instagram, donc je suppose en lien, donc Sciences Po Refugee Help Menton. Oui. C'est ça la page Instagram? Exactement. Ouais, et grâce à cette page Instagram, on peut venir vous contacter pour vous donner des dons, soit physiques, soit de l'argent en numéraire. Oui, on a lancé aussi une petite initiative. On a demandé à une autre association qui fait travailler des migrants. On a commandé des tote bags. Ben, je peux vous le montrer. Oui, vas-y, tu peux nous montrer. Puisque tu sais très bien qu'on est à la caméra. Donc voilà, regarde, la caméra, elle est en face de toi, celle-ci là. Donc lève parce que le micro cache. Voilà, regardez, elle vous montre, chers ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. On a des jolis petits sacs avec le dessin. Je ne sais pas qui a fait ce dessin, mais il est sympa parce qu'on voit. C'est une bénévole de l'association qui a fait le dessin. Voilà, on l'a envoyé et puis le prix minimum c'est 10 € pour nous aider. Voilà. Et la personne peut mettre autant d'argent qu'elle veut et à chaque fois on montre à quoi correspond 10 €, c'est un repas, etc. 15 € c'est tant de repas. J'espère qu'avec 10 € on fait plus qu'un repas quand même. Il me semble, oui. J'espère. Parce que 10 € tu manges... je pense qu'on fait plus qu'un repas. Tu dois me tromper sur les chiffres, je dois vérifier. Bon, c'est pas grave. Donc tu disais pour vous aider, donc on a cette solution. Soit vous donnez de l'argent, donc en passant par la page Instagram, donc Sciences Po Refugee Help Menton. Voilà, je l'ai prononcé représenté par Cyrine Ben Redjeb. Ou soit vous apportez des habits. Alors si on veut vous donner des habits, on peut les porter où? On peut nous contacter. Sur Instagram aussi ou sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être qui nous écoutent qui n'ont pas Instagram. Bon, Facebook, ceux qui nous écoutent, ils ont Facebook, je pense. La majorité. Et puis on récupérera ça sur le campus. Le campus nous offre les locaux. On peut déposer là-bas ou même dans les studios étudiants. Et si quelqu'un se présente par exemple avec des sacs d'habits au studio de campus Menton où il y a le gardien, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il peut les prendre? Oui, bien sûr, je ne pense pas qu'il refusera. Puis ils vont nous contacter. En expliquant, voilà, je dis ça parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Facebook ou qui n'ont pas Instagram et qui nous écoutent aujourd'hui, qui disent tiens, comme moi j'ai des sacs dans la voiture, on va les porter et c'est plus pratique d'aller les poser directement au campus que chercher sur Facebook. Voilà, c'est pas évident pour tout le monde. Vous les jeunes, vous avez l'habitude de fonctionner avec ça, mais les anciens. Fonctionnent pas tous avec Facebook ou Instagram. Instagram, je peux te dire qu'ils fonctionnent pas tous avec. Voilà, donc Cyrine Ben Redjeb qui vient de nous présenter Sciences Po Refugee Help Menton. Vous avez bien compris que le sujet de cette association, c'est surtout l'aide aux migrants et aux réfugiés et demandeurs d'asile. Alors, je suppose que vous les aidez pas que... Est-ce que vous les aidez aussi dans des démarches administratives? Oui, bien sûr. Et puis aussi, on leur offre des cours de français. Puis, comme je vous ai dit, cette année, on est assez autonome. Donc, on doit tout refaire, toutes les missions, on doit les créer. L'année dernière, c'était plus facile avec la Croix-Rouge monégasque. On offrait des cours de français, d'italien. On les aidait dans les démarches administratives. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Alors, si j'ai bien compris, l'année dernière, vous vous greffiez à l'association monégasque qui gérait un petit peu tout et vous venez vous greffer pour apporter vos compétences. Là, par contre, aujourd'hui, vous avez repris la totalité du fonctionnement et donc vous devez gérer et apporter vos compétences. Oui. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, j'ai cru comprendre que les étudiants de Sciences Po, vous étiez quand même assez efficaces de ce côté-là, sur l'organisation.
Alors une autre question, dernière question sur ton association. Aujourd'hui, comme tu disais, ça a été, on n'a plus les réfugiés. Le camp a disparu. Oui. Donc ils sont éparpillés, je suppose. Un peu partout. Oui. Comment ça se passe Il y a pour les ceux aider qui passent, ils essaient de passer. Pour les aider, Mais non, parce que pour continuer à leur donner des habits ou des repas ou des cours, vous n'avez plus d'endroit précis pour les retrouver. oui, comme je vous ai dit, il y a Keshania qui est une association à la frontière. On va directement du coup à la frontière les aider là-bas. D'accord, en partenariat quoi, en fin de compte. Oui, on peut dire ça. Et puis tout ce qui est information, bien sûr, nourriture. Et ça se fait sur place. On n'a plus de locaux du coup. D'accord. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder sur le live Facebook. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. J'ai le fil d'actualité sous les yeux et on leur posera directement. Et pas d'ailleurs, même si vous voulez apporter votre aide directement aux associations que vous allez découvrir aujourd'hui, n'hésitez pas. Vous avez sur la page Facebook le numéro de téléphone de la radio. Vous nous appelez et on vous passera l'antenne. Donc, vous pouvez appeler la radio au 0983 905 755 et on vous passera l'antenne et vous aurez le loisir de pouvoir nous donner ce que vous avez envie d'apporter. Voilà, je mélange mes mots, c'est pas grave, ça arrive, c'est de la radio. Parce que je suis déjà en train de penser au sujet, tu vois, en fin de compte, je suis déjà en train de penser à l'association suivante qu'on va découvrir. Merci Cyrine, on va discuter dans un moment, on va débattre sur ce thème de la solidarité nationale et internationale. Donc, la troisième association présente aujourd'hui ici dans notre studio, c'est l'association Solidarity, avec Exactement. 2 E à la fin, et représenté par Édouard Seller. Exactement. Voilà, qui se prépare à partir à étudier à l'étranger, mais qui est encore bien ici chez nous, c'est ça ? Voilà. Voilà, et donc association fondée en 2017 par Tiara Sahar Ataï, étudiante en première année à l'université de Cambridge. Elle est la plus grande organisation caritative entièrement gérée par des étudiants qui soutiennent l'aide internationale aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Donc, tu vas nous présenter ton association. Je suppose qu'elle est complémentaire de l'association de Cyrine. Voilà, alors nous, on fait des choses qui sont un peu différentes, mais bon, on soutient la même cause finalement. Donc, voilà, comme vous l'avez dit, on est entièrement géré par des étudiants. Donc, l'association, en fait, est présente dans 58 universités, même plus de 58 universités, dans plus de 9 pays, essentiellement donc aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et donc, nous, notre objectif principal, c'est comment soutenir cette cause ici des réfugiés, c'est d'organiser des événements de collecte de fonds où on va pouvoir, grâce à ces fonds, les reverser à des ONG. On a 6 ONG avec qui on est partenaire en Grèce, qui donc vont fournir une aide juridique aux réfugiés qui y arrivent. Alors pourquoi une aide juridique ? Parce qu'en fait, quand les réfugiés arrivent, ils ne connaissent pas toujours leurs droits, la procédure de demande d'asile qui est assez compliquée. Et donc ces ONG-là, en fait, les encadrent, les informent donc, sur les procédures administratives à réaliser, toutes ces choses-là. Et d'où l'intérêt donc, de ces ONG, de cette aide, qui donc, ces fonds sont permis essentiellement par la vente de t-shirts donc qu'on produit, d'où le nom Solidarity, effectivement. Voilà, ces t-shirts. Alors, on a également... Donc, principalement, si j'ai bien compris, vous, c'est de la récolte d'argent. Voilà, alors on a 2 types d'événements. Alors, vous faites des événements. Voilà, on a des événements de collecte de fonds, notamment donc pas seulement la vente de t-shirts, mais aussi la vente des bake sales, c'est-à-dire la vente de produits, d'aliments qu'on confectionne, des gâteaux, et qu'on va aller vendre, donc notamment à des étudiants. On en a organisé une en début d'année. Et puis en parallèle, on a également des événements de sensibilisation. Donc on organise par exemple des débats. On a organisé cette année sur l'antenne de Menton, qui a été justement créée cette année, en même temps que l'antenne de Paris. On a donc organisé un débat sur le rôle de l'Union européenne dans la crise des réfugiés. Au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est des événements de sensibilisation qui se font en parallèle des événements de collecte de fonds. Mais notre activité principale... Alors, tu viens de me parler de Sciences Po Paris, donc Sciences Po Menton, et je sais que des Sciences Po, il y en a plusieurs en France. Ouais. Donc, il y a Sciences Po Bordeaux, si je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a c'est ça, Bordeaux, ça, Toulouse, c'est ça. je ne sais Ouais. plus. Donc, il y a plusieurs, on entend parler en ce moment d'ailleurs de Sciences Po, pour des faits un peu différents. Ouais. Est-ce qu'il y a des associations, ce type d'association dans tous les Sciences Po, ou c'est d'autres associations ? Par exemple, la tienne, d'association, elle existe qu'à Menton. Alors, la nôtre, Tu actuellement... disais, non, il y a voilà. Sciences Po Paris, mais... Il y a seulement l'antenne de Paris et seulement Voilà. l'antenne de Menton, parce qu'elle a été seulement ramenée ici cette année, donc en 2020. Mais pourquoi pas s'étendre les années prochaines à d'autres campus, donc Poitiers, voilà, Reims, Le Havre, on verra. C'est notre objectif, mais... D'accord, mais les règles en fin de compte des campus de Sciences Po sont un peu les mêmes. Tous les étudiants font partie de l'association.
Il y a des associations où c'est vraiment spécifique à... C'est pas obligatoire, mais en fait, c'est un choix. Hein. Oui. D'accord, Oui. mais je veux dire, ici, on parlait, il y a plus de 30 associations sur le campus de Sciences Po Menton avec un peu plus de 400 étudiants. Est-ce que Sciences Po Bordeaux, c'est le même fonctionnement? Pour le coup, il me semble que Menton, on est le campus, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les instituts d'études politiques, donc ça va être effectivement Bordeaux, Lille, etc. Et nous, à Menton, on est vraiment un campus de Sciences Po Paris, où en fait, pendant les 2 premières années, on étudie, par exemple, à Menton, au Havre, à Reims, etc. Et donc, je ne pourrais pas forcément parler pour les instituts d'études politiques, mais en tout cas, je sais que pour les différents campus de Sciences Po Paris, à Menton, on est le campus où il y a le plus grand ratio d'associations par D'accord. nombre d'étudiants. Et tu as une explication? Non, vous n'avez pas d'explication pour ça? Je sais pas. Pourquoi C'est le soleil? Peut-être On le est des petit étudiants campus. motivés, on est heureux d'être là et on veut aider Non, autant puis- qu'on Ah, peut. c'est sûr que quand on voit la vue de votre campus, comme je le disais lors de la dernière émission, il n'y a pas beaucoup de campus qui doivent avoir votre vue, je pense. Ah, si ça nous motive pas, qu'est-ce qui va nous motiver? Ouais, Donc, exactement. On a de la chance. Vue par sur la rapport à- Méditerranée, un campus en plus qui a vocation à être méditerranéen, donc Oui. études méditerranéennes, là on peut pas faire mieux, je crois. Oui, Je pense c'est ça. qu'on peut pas faire mieux. Vous avez à vol d'oiseau, vous êtes à 100 mètres de la mer. On Donc est- voilà, alors ton association donc que tu représentes, j'ai pas posé la question en fin de compte, vous étiez quelle responsabilité dans chaque association? Tom, dans la tienne, Menton Livraison, tu es? Alors, moi, j'étais simplement bénévole. En fait, comme Cyril l'a évoqué, en 2e année à Sciences Po, donc on doit faire un parcours civique, c'est s'engager effectivement entre 40 et 60 heures pour une cause, etc. D'accord. Et du coup, moi, c'est Joseph et d'autres amis à nous qui m'ont proposé cette opportunité. Et du coup, Mais tu voilà, fais pas partie du bureau, ça que je voulais dire. Voilà, vous êtes membre du bureau, Joseph, tu es le président? Moi, sur papier, je suis président, mais honnêtement, je me M'étonne considère simplement comme membre, comme tout le monde. Comme Tom D'accord. ou tous Oui, mes non, collègues. mais j'ai bien compris. Mais Pas bon, plus. après, il y a toujours sur le papier, je parle bien sûr. En général, dans les associations, c'est toujours les 3-4 mêmes qui font tout le travail. Il ne faut pas rêver. Et après, derrière, il y en a qui se greffent. Mais bon, peut-être moi chez les jeunes. Donc, Cyrine, toi, dans l'association Sciences Po Réfugiés, Vice-présidente. vice-présidente et Et alors, je suis Édouard. représentant régional. représentant régional. Oh, quel beau titre. Donc, Il y a- bon, en fait, alors on est plusieurs. Hein. On n'est pas, il y a pas D'accord. qu'un représentant régional. Mais donc, notre objectif, c'est essentiellement de collecter des fonds. De collecter des fonds. Vous avez des partenaires, tu disais tout à l'heure, je n'ai pas bien écouté si tu avais vous parlez de partenariats. Ouais, alors, Alors. alors, je vous ai parlé donc des ONG auxquelles Oui. on reverse des subventions. Alors c'est vrai qu'on organise aussi sur le campus des événements en partenariat. On a organisé avec le club de débat justement le débat dont je vous parlais sur l'Union européenne. Ok, alors vous avez les besoins, tu l'as dit, il y a de l'argent. Les Donc, besoins, oui. Alors les besoins, c'est si vous voulez nous aider, que vous nous écoutez, déjà que vous êtes étudiant, peut-être renseignez-vous. Il y a peut-être une antenne Solidarity, je sais pas, sur à votre université. Et puis sinon, donc vous pouvez vous rendre sur le site solidarity.org.uk et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter un t-shirt. On voit aussi des sacs, des sweatshirts. On voit aussi des posters, voilà. Donc c'est la façon dont vous pouvez vous investir pour nous aider, voilà. C'est un gros budget, C'est vous arrivez à pour- c'est pour rentrer, une alors bonne cause. une discrétion peut-être, rentrer beaucoup d'argent quand Alors même les chiffres sont assez discrets, donc j'ai pas les chiffres. D'accord. Je peux pas vous dire exactement combien on rentre, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est quand même assez important puisque on est plus de 700 étudiants Oui, d'accord. répartis dans 9 pays, plus de 60 universités, donc ouais. Et tout cet argent converge vers les associations, Alors, donc il y a les ONG, Il y a seulement 4% qui sont utilisés pour nous, nos frais administratifs bien sûr. de gestion, mais tout le reste, et voilà, sur un t-shirt qui coûte en moyenne 12 €, tout le reste est reversé. Vous avez un suivi quand même, vous Et- surveillez où l'argent part, ou s'il est attribué correctement, ou après une fois qu'il Alors est nous, parti nous, ou- en fait, en tant que représentants régionaux, donc une fois qu'on a collecté les fonds, on l'a fourni donc au head donc du campus, ici Daphné, et qui ensuite le transmet donc à la hiérarchie qui va ensuite les D'accord. transférer aux ONG. Voilà, eh ben, écoutez, je crois qu'on a découvert un petit peu les 3 associations. Donc je rappelle, on va débattre, maintenant on va discuter un petit peu de ce thème en deuxième partie d'émission. Voilà, 10h28, c'est ce que j'avais à peu près prévu. Je m'étais dit jusqu'à 10h30, tu vois, je surveille toujours la pendule, c'est le rythme. Donc on a découvert l'association Menton Livraison représentée par Tom Autré, Joseph Moussa. On a découvert l'association Menton Refugee Help Menton. C'est bien parce que c'est vrai que vous êtes des étudiants multinationalité, c'est pour ça que ça se connote en anglais, représenté par Cyrine Benredjeb. Voilà, fier que tu sois avec nous aujourd'hui. Et on vient de découvrir l'association Solidarity avec 2 E à la fin. Comme représentée- t-shirt. Ah d'accord, ça veut dire comme t-shirt. Voilà, ok. comme t-shirt. Voilà, bon, Vous Solidarity, pouvez parce voir qu'ils ils font des t-shirts représentés par Edouard Seller. Alors, ma première question sur ce débat, là, maintenant, vous n'êtes pas obligé de parler chacun votre tour. Hein. On peut se couper la parole. C'est déjà, première question, c'est pourquoi vous avez cette fibre d'aider les autres tous les 4?
Je pense que vu qu'on est étudiant, on a beaucoup de temps à donner. Déjà, je pense que ça, c'est la première raison. Pourtant, on a envie de s'amuser aussi quand on est étudiant. On peut faire un fait la équilibre fête. aussi. J'ai bien compris, une fois que je suis venu voir au campus, que vous étiez spécialisé dans la fête, qu'il y a les voisins d'à côté qui sont... Pas seulement. Ouais, pas seulement, d'accord. Donc vous avez envie de donner du temps aux autres. On a un équilibre à maintenir, je pense, entre la scolarité, la fête, comme vous dites, la jeunesse, et puis l'altruisme, la solidarité. Donc, c'est une des majeures raisons pour laquelle on s'engage dans les associations. C'est ça qui est beau quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais les jeunes, en fin de compte, ils pensent qu'à s'amuser, ils sont sur leur téléphone, ils sont sur leur porte, voilà, toutes ces choses-là. » En fin de compte, on s'aperçoit que non. Alors, je ne sais pas si c'est réservé peut-être, excusez-moi, je vais employer un mot qui va peut-être pas plaire, à une élite, parce que bon, on va pas se cacher, hein, vous faites quand même partie de l'élite, hein, je veux dire, au niveau études. Donc, est-ce que c'est réservé, vous pensez qu'à vous, cette envie d'aider les autres, ou je ne sais pas, c'est une question peut-être un peu vague? Moi, tout simplement, honnêtement, je dirais que c'est un devoir et pas plus. Parce que, par exemple, pour parler de l'expérience de Menton Livraison durant la pandémie, quand tous les experts, toutes les personnes scientifiques nous disent que les jeunes ne sont pas aussi touchés que les personnes âgées, on se tourne et on se dit non, en fait, tout simplement, c'est un devoir. Et même moi, personnellement, en travaillant sur Menton Livraison, je pensais à mes grands-mères. Il y a beaucoup de personnes qui sont âgées et qui sont en besoin de notre aide. Du coup, certes, on a beaucoup à faire, que ce soit envers les études ou voire même les fêtes avant la pandémie. Mais pouvoir se mobiliser, même si c'est pour quelques heures par jour, et pouvoir dédier notre temps envers les autres personnes, je crois que tout simplement, c'est une chose à faire. Il faut simplement penser à nos propres membres de la famille, que ce soit nos grands-mères, que ce soit nos ancêtres qui ont migré. Et il faut constater est-ce que vous pensez que c'est le fait peut-être que vous soyez tous de nationalités différentes et qui connaissez un peu comment ça se passe dans chaque pays? Vous avez tous des approches différentes de la famille. Par exemple, je pense que Joseph, tu es d'origine libanaise. Et le rapport qu'on a, certaines jeunes, on prend par exemple les Chinois, je crois que c'est les Chinois ou les Japonais, où les grands-parents, les parents vivent avec la famille jusqu'à leur décès. Ça n'existe pas en France. Est-ce que c'est le fait peut-être que vous soyez de nationalités différentes, vous avez tous des visions différentes de la famille et de l'aide des autres? J'ai des questions bizarres. Non, pas du tout. Je vois tout ça. Non, je suis personnellement complètement en accord avec vous et je dirais que c'est même pas non seulement une vision envers la famille, mais également une vision envers l'organisation, envers le fait que vous soyez un peu déraciné de vos origines. Vous venez d'autres pays. Quand j'ai 400 nationalités, je recevais l'autre fois des gens qui venaient des États-Unis, tout ça, donc venez ici. Sûr. Le fait, ce côté-là d'être déraciné de chez vous, ça vous donne envie d'aider les autres aussi. Et c'est donné, même en s'asseyant autour d'une table, on aura des approches différentes, des visions différentes, parfois même des langues différentes, mais tout ça, ça converge pour donner une idée plutôt, que ce soit avec Sciences Po Refugee Help, que ce soit avec Solidarity ou que ce soit avec Menton Livraison, pour donner vraiment un aspect, une approche unique au problème. D'accord. Parce que justement, on a cette convergence de nationalités, de langues, de visions différentes, comme vous le disiez, de cultures différentes. Et ça converge pour donner quelque chose qui est unique en son genre. En fin de compte, chacun apporte, grâce à sa culture, comme tu disais, sa culture, sa nationalité, toutes ces choses-là, apporte sa vision des choses. Voilà. Mais après, c'est un apport binaire, je dirais. On apporte aux gens, mais les gens aussi nous apportent. Quand je vois avec Sciences Po Refugee Help, d'accord, on va aider les migrants, mais les migrants aussi, ils nous apportent. Tu te fais du bien, quoi. On découvre des histoires, on découvre. C'est pas faire du bien parce que c'est un peu la misère qu'on voit. Non, mais je veux dire, oui, mais c'est l'altruisme. En fin de compte, c'est souvent se faire du bien à soi aussi. Il y a un côté gratifiant dans tous les cas. Voilà, c'est ça que je veux dire. De se rendre utile. Oui. Et puis, on va dire un des adjectifs pour les étudiants, c'est la découverte. On aime bien découvrir. Et donc, en aidant, on peut découvrir de nouvelles choses. Et je trouve que c'est très, très beau. Je pense qu'on aime tous aussi, des fois, faire des choses un petit peu qui ont un sens. Et vous demandiez pourquoi à Sciences Po, on est peut-être... on fait beaucoup ça, en tout cas. Je veux dire, ça fait plaisir de temps en temps aussi d'être dans le concret un petit peu et de ne pas être uniquement dans les dissertations, dans les études de cas, etc. Et de vraiment s'engager sur le terrain. Et puis même moi, je sais qu'aussi, je voulais pas mal m'engager auprès des personnes âgées parce que je sais qu'à Menton et en particulier à Sciences Po, on n'a pas forcément trop la cote auprès de nos aînés parce que, vous l'aviez dit, un peu en raison des soirées, etc. Et nous, je pense que ce qu'on voulait leur dire aussi, c'est, la jeunesse, c'est pas que ça. Mais pourtant, moi, j'ai jamais entendu parler de vous, je vous assure. Sciences Po, alors, je l'ai dit, jusqu'au jour où j'ai un peu plus conversé avec Joseph
par rapport à notre partenariat. Sciences Po Menton, je savais qu'il y avait Sciences Po Menton, mais les jeunes, j'avais l'impression de ne jamais en avoir vu. Vous me dites vous êtes 400 et je me dis mais il y a un nid aussi gros d'étudiants à Menton, j'ai jamais vu. Vos actions, j'avais du mal à les voir, donc je pense qu'au niveau vous faites pas tant de bruit que ça, quoi. Bah, je sais pas. Apparemment, ça dépend parce que aussi ça dépend des quartiers, etc. Nous, c'est vrai qu'on habite plus dans la vieille ville aussi beaucoup, donc. D'accord. Vous dérangez plus la vieille ville. Voilà, bah peut-être. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on voulait dire, c'est Voilà. non, regardez les étudiants, c'est pas que ça. On Bien est sûr. aussi engagé sur d'autres fronts et voilà. Et certes, on aime bien s'amuser. Je pense que c'est un caractère propre à la jeunesse d'une manière générale et pas qu'à Sciences Po et pas qu'à Menton. Mais voilà, donner un autre message aussi et puis un peu essayer de. Enfin, je pense que la crise du Covid, elle a aussi pas mal abîmé les rapports intergénérationnels, justement, avec certains jeunes qui disent bah voilà, nous on n'est pas touchés, pourquoi on se confinerait. Puis j'ai vu certaines personnes âgées dans des articles récemment qui disent un petit peu voilà, nous on en a marre qu'on nous mette à dos le sacrifice du pays, etc. Et nous, voilà, ce qu'on cherche aussi à faire, c'est de réconcilier un petit peu les rapports entre générations, quoi. D'accord. Au niveau de l'aide, donc la solidarité nationale et locale, vous pensez, vous, que... Alors, ma question, j'allais dire, vous pensez qu'on doit plus aider les personnes localement, votre campus, ou vous êtes vraiment, je viens de découvrir, en fin de compte, la question, je l'avais écrite avant de vous découvrir tous, vous êtes plus sur du local ou du international, en fin de compte? Non, vous êtes les deux. Les deux. Oui, c'est ça. Bah, moi, je sais que pour ma part, je voulais aussi un petit peu aider localement parce que j'avais déjà fait un petit peu avant d'arriver à Sciences Po des collectes de fonds, par exemple. Notamment, mon école a un partenariat avec une école au Vietnam. Et le truc, c'est que même si c'est très important, c'était jamais. Enfin, moi, j'avais un besoin de concret un petit peu, de voir directement aussi les personnes que je pouvais aider. Enfin, c'est pas forcément le cas, par exemple, avec Sciences Po Refugee Help. Mais c'était voilà, d'être en contact directement avec les gens, même de pouvoir parler un petit peu, d'échanger, c'était quelque chose qui était important. C'est pas dur pour vous, les jeunes, de voir des fois la misère ça vous réagissez comment quand tu aides les personnes âgées de Menton? Vous devez certainement en découvrir qui sont dans des situations compliquées, oui. Autant logement que physique. Oui. Et pareil, toi, Cyrine, quand tu fais de l'autre côté de la frontière, tu dois avoir des choses quand même assez dures. Ça nous éveille déjà, premièrement, parce que pour les étudiants qui ont tendance à se plaindre, je ne dis pas qu'on se plaint, mais on regarde ce qui se passe avec des jeunes de notre âge, ce qu'ils font pour venir, pour réussir. Et du coup, ça nous éveille, ça nous dit mais on a de la chance, et donc ça nous donne encore plus envie d'aller les aider. Et puis, et ça nous, comme vous l'avez dit, on fait partie de l'élite, Sciences Po c'est l'élite entre guillemets, et du coup, aider, être dans le terre-à-terre, ça nous fait redescendre, ça nous permet de ne pas prendre la grosse tête ou de... Oui, parce qu'il y a cette critique qui était faite de Sciences Po, des élites qui sont déconnectées de la réalité, et donc Sciences Po essaie de réagir par rapport à ça, et donc elle met en place notamment le parcours civique. Parcours civique, en fait, c'est une expérience... Ça veut dire que, excuse-moi, mais je vais te laisser continuer, ça veut dire que les anciens, donc les hommes politiques d'aujourd'hui, qui sont souvent issus de Sciences Po ou d'autres directeur d'administration, ça n'existait pas, tout ce que vous faites aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque, puisque tu as l'impression qu'aujourd'hui ils sont déconnectés de la réalité. C'est une critique, c'est une critique qu'on fait et qu'on continue à faire, qui est d'ailleurs, je pense, plus ou moins vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Sciences Po agit pour justement contrer ceci. Donc, on a le parcours civique, c'est une expérience citoyenne. On doit en fait s'investir sur les 2 ans dans un projet d'aide directement au contact des individus. Et puis en parallèle, on a tout ce réseau associatif, mais qui est en fait, quand j'y pense, dès l'entrée à Sciences Po encouragé, parce que dès lors qu'on arrive à Sciences Po, on doit déjà, dans nos lettres de motivation, à l'oral, déjà motiver un projet associatif et déjà expliquer au-delà du parcours académique comment on est intéressé par les associations, dans quelle association on souhaite s'investir. Et ça, ils le prennent vraiment en compte. Ils veulent vraiment qu'on arrive en ayant un projet associatif. Quand vous rentrez à Sciences Po, vous avez donc ce critère-là. Ah oui, et je suis justement complètement d'accord avec vous, parce que même si on revient à l'histoire du campus mentonnais qui a été fondé en 2005 à Menton, c'est un des 5 autres campus qui sont les campus régionaux de Sciences Po Paris, parce que moi personnellement l'année dernière je suis parti à Sciences Po Paris. C'est un campus qui est quand même plutôt beau, il est au 7e arrondissement de Paris. Et c'est une petite anecdote, mais je crois qu'elle nous sert comme petite leçon, parce qu'à une dizaine de mètres de l'entrée principale de ce qui est Sciences Po Paris, il y avait un endroit, un marché où on rentre, il y a simplement une table avec une paire de chaussures dessus.
Et ça, on se dit justement, si ces personnes qui vont éventuellement, dans des années à suivre, prendre des positions quand même importantes, que ce soit au sein des entreprises ou voire même de l'administration publique, il faudrait qu'ils soient quand même connectés au local, au vide, à la grande majorité des Français, non seulement confinés au 5e arrondissement de Paris. C'est pour ça que Sciences Po Menton a été fondée, pour avoir ces connexions locales. Certes, on n'a pas toujours trouvé autant de succès qu'on aurait aimé, mais on essaie justement, c'est partie de ce partenariat, pouvoir parler de nos actions, de nos associations envers la communauté, et on essaie toujours de s'améliorer et de tisser ces connexions importantes locales. D'accord, pour revenir sur le déconnecté de la réalité, c'était une de mes questions que j'allais vous poser, j'allais dire, donc c'est bien parce que tu me tends la perche, j'allais dire pourtant les dirigeants internationaux d'aujourd'hui, directeurs d'administration, tous ceux qui sont, on va dire, au sommet, ils sont issus donc de la plupart de ces écoles-là, de Sciences Po, de l'ENA, de toutes ces écoles, et ils ont été des jeunes, ils ont été des étudiants, ils ont eu peut-être les mêmes idées que vous à un moment donné dans leurs études. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression, comme on dit, qu'ils sont déconnectés de la réalité et ils ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Alors, vous expliquez ça comment ? Est-ce que vous pensez que vous allez changer ou ils n'avaient pas la même vision des choses ? Je ne sais pas, parce qu'en fin de compte, je me dis, ils ont été jeunes. Ils ont été jeunes. Donc, ils avaient quand même des espérances aussi. Et pourtant, aujourd'hui, sur le terrain, on a l'impression que non. C'est déjà un petit peu ce que disait en fait Joseph, c'est que c'est la même école qui a plusieurs décennies, mais au fond quand même la formation a vraiment évolué en fonction des enjeux, en fonction des attentes. Donc on a de l'espoir. Je pense qu'on a de l'espoir parce qu'effectivement... Je fais sourire Cyril. Non mais on avait une école qui était quand même très franco-française il y a plusieurs décennies, pour ne pas dire parisienne, et depuis qu'on a eu cette réforme des campus, depuis qu'on a eu cette ouverture sur les territoires régionaux, ces spécialisations, pas seulement sur la France, mais ces spécialisations aux quatre coins du monde, je pense qu'effectivement on a quand même une formation qui évolue beaucoup, qui est différente. Donc on verra les nouvelles générations quels sont les résultats. Mais je pense que pour le coup, en plus moi pour avoir vécu jusque-là toute ma vie à Paris, et je pense que comme pas mal de gens mine de rien à Sciences Po, moi venir ici, enfin vraiment, ça me fait aussi, je pense, beaucoup de bien, et ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses. Déjà aussi être au contact d'étudiants internationaux qui pensent pas comme moi, qui n'ont pas le même vécu, etc. Alors Paris, il n'y a pas autant d'étudiants internationaux ? Non, un petit peu moins, parce que Paris, c'est plus aussi les boursiers et les doubles diplômes, parce qu'en fait, tout simplement, il y a plus aussi de capacité d'accueil à Paris. Donc oui, non, à Menton, on est le campus le plus international de Sciences Po. 70%. Et 70% justement. Ouais, des étudiants. Donc, et moi, par exemple, je sais que venir à Menton, effectivement, ça fait se rendre compte à quel point déjà, par exemple, quelque chose qui m'avait choqué, c'était tout ce qui est les informations, les médias, c'est extrêmement centré sur Paris, en tout cas les grands médias nationaux. Et je me suis dit que c'est vrai que... On a l'impression que le reste du monde n'existe pas. Le reste de la France. C'est ça. Et du coup, le fait, je pense, de venir ici, effectivement, de prendre conscience qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, de se dire, voilà, il y a des gens qui vivent extrêmement différemment, qui ne sont pas du tout touchés par les mêmes problématiques. Ça aide aussi, je pense, si plus tard on arrive à des postes de responsabilité, de prendre conscience aussi des réalités qui sont bien différentes de celles qui sont à Paris. Et puis même, par exemple, vous disiez, au contact de la misère ou en tout cas des personnes vraiment plus défavorisées. Moi, je sais qu'effectivement, il y a certaines personnes chez qui je suis allé livrer où je ne pensais pas aller dans des appartements comme ça, ou de voir vraiment les gens, comme vous disiez, ils ont travaillé toute leur vie. Voilà. Et de se retrouver dans ces conditions-là, c'est quand même assez triste. Et je sais que c'était des problématiques sur lesquelles j'étais pas forcément au courant, ou alors encore une fois, on en entend pas un petit peu parler dans les médias, mais hormis nos grands-parents, on n'a pas forcément plus de contact que ça avec des fois les personnes âgées. Et du coup, ce genre d'expérience, ça fait vraiment prendre conscience. Et j'espère que c'est aussi justement cette prise de conscience qui va faire qu'on sera plus sensible plus tard dans nos actions éventuellement. Puisqu'aujourd'hui on parle solidarité nationale, non locale et nationale, c'est vrai que voilà, comment vous allez être, c'était ma question, j'avais envie d'aller sur ce terrain-là, de me dire mais aujourd'hui ils sont jeunes, ils sont pleins d'envie, ne regardez pas la pendule, c'est pas grave, ils sont jeunes, ils sont pleins d'envie, voilà, ils ont de très beaux projets. Mais un jour, ils seront à la tête peut-être d'administration, ils seront peut-être dans un gouvernement, ils seront peut-être dans un média, j'en sais rien. Et est-ce qu'ils vont garder la même philosophie, sachant que malgré tout, le jour où on rentre, on va dire, dans un gouvernement, on n'est pas lié qu'à son propre pays. Voilà, ça en devient dans une gestion internationale. Il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. C'est sûr, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va peut-être changer dans effectivement 10, 20 ans, etc., c'est le poids de la société civile aujourd'hui est beaucoup plus important qu'il n'a pu l'être, je pense, par le passé, notamment grâce aux réseaux sociaux et tout ça. C'est quelque chose, et d'une, qu'on étudie en cours, mais aussi qu'on voit beaucoup dans la réalité, qu'aujourd'hui, les associations, elles peuvent avoir beaucoup plus de poids
dans les médias, dans l'opinion publique, avec les boycotts, etc. Et même faire du coup plier plus facilement le gouvernement ou influencer plus les opinions. Oui, et mais du tu es coup, je d'accord pense avec que- moi qu'on peut pas gouverner, je veux dire, un pays peut pas être gouverné par la rue quand même. Non, bien sûr, mais je veux dire, Ça fait c'est des- peur. non, mais bien Parce que sûr. tu- Il y a eu un c'est- débat c'est- quand même les années précédentes avec les Gilets jaunes. Tout ça. Ouais, La question s'est posée. on en a parlé tout à l'heure hors antenne, mais oui, je me disais, c'est ce que tu es en train un peu de dire, les associations, le poids des jeunes, machin. Ok, mais donc comment on fait? Non, bien sûr, mais on est obligé d'être plus sensible, je pense, aussi à ces causes-là et d'écouter un petit peu plus les gens parce que l'opinion publique aujourd'hui, effectivement, est très très importante quand même, encore plus avec les réseaux sociaux. Donc, Plus influencé, tu veux dire. voilà, c'est ça. Donc, on est vraiment obligé, je pense, de prendre ça en compte. Après, bien sûr, effectivement, chacun a ses propres intérêts et il faut aussi, comme vous l'avez dit, savoir trancher parfois. Mais je pense que c'est quand même quelque chose auquel on est sensibilisé D'accord. aussi. Donc si j'ai bien compris, on peut avoir de l'espoir. C'est ça. Et Par rapport aux jeunes qui arrivent sur la scène internationale, puisque je dis scène internationale, vous êtes issu d'un campus international avec une formation certainement pour faire, peut-être pas de la politique, mais en tout cas dans des têtes des grandes administrations. C'est votre but, je pense. Ou par exemple, vous autour de la table. Mais bon, Vous avez après, des projets Sciences Po, elle offre beaucoup de chemins possibles. Quand on pense au master qu'elle offre sur l'aide humanitaire, on peut prendre un master aide humanitaire, s'engager dans une ONG, etc. D'accord. Donc, Sciences Po, c'est pas que de la C'est vrai, je ne politique. sais pas pourquoi moi je suis encore à l'ancienne, tu vois, à voir Sciences Po, ça fait Oui. Sciences Po, ça va former des politiques, ça va former des responsables d'administration. Non, ça peut faire. Ça peut tout faire. Et vous avez un très large choix de master quand Oui. vous arrivez après les 3 années de bachelor. Donc il y a le master de 2 ans qui peut se faire donc à Paris. On n'est pas obligé, mais on peut le faire donc à Paris. Et oui, vous avez un master donc en urbanisme, des D'accord. masters. C'est bien parce que chaque émission, je vais apprendre avec vous un petit peu vraiment le fonctionnement. On n'est qu'à la 2e émission, mais on va découvrir, on va tout au long de cette saison et la saison prochaine, on découvrira vraiment, peut-être ça sera plus vous, ben non, il y aura des nouveaux. On va découvrir vraiment ce campus de Sciences Po Menton et puis toutes ces belles initiatives. On continue à parler, donc je disais aujourd'hui, on a abordé, donc là maintenant on vient de parler un peu du sujet de si on était déconnecté de la réalité. Apparemment, bon, j'ai tout de l'espoir. Je vois que ces jeunes sont bien connectés à la réalité et j'espère qu'ils vont le rester. Et on va parler un petit peu donc de tout cet argent. Alors sur la solidarité locale et internationale, on l'a bien compris, il n'y a pas de secret. Pour faire de la solidarité, il faut de l'argent. Oui. Et sans argent, on peut rien faire, hein, même en remontant ses petits bras. Mais même s'il faut de la nourriture, il faut l'acheter ou alors faut aller la chercher. Bon, qu'est-ce que vous pensez un petit peu, vous, de tout cet argent qui est distribué aujourd'hui sur le plan international aux pays nécessiteux et qui n'est pas obligatoirement redistribué à la population? Je pars sur carrément notre sujet là. Alors, Hein. dans le cas en tout cas. Mais je veux votre avis. Dans le cas qui nous concerne, ici, pour les réfugiés, oui, quand on pense au camp en Grèce, on a évidemment des moyens qui sont beaucoup trop faibles. Quand on a des réfugiés qui arrivent et qui doivent rester souvent pendant plus d'1 an dans ces camps avant d'attendre d'avoir un entretien pour faire leur demande d'asile et pour éventuellement accéder au statut de réfugié, ils restent dans des conditions qui sont absolument exécrables. Et donc, évidemment, la Grèce demande de l'argent de l'Union européenne, et pas seulement la Grèce, aussi la Turquie. Mais est-ce que vous avez l'impression, en fin de compte, ma question, c'était que il y a beaucoup d'argent qui est distribué. Faut pas croire, l'Union européenne ou même d'autres pays aident beaucoup les pays nécessaires. Mais en fin de compte, on a l'impression que l'argent n'arrive pas au bon endroit. C'est ça que je voulais dire. En fin de compte. Sur ce sujet, en tout cas, des réfugiés, on peut vraiment se poser la question. Quand on voit les conditions en Grèce et même en Turquie, l'argent qui est demandé mais qui n'arrive pas et la situation, on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir plus de fonds reversés? Après, je comprends qu'il y ait d'autres causes à défendre, je comprends qu'il y ait d'autres thèmes qui animent le débat national et que, évidemment, pour certaines personnes, le thème des réfugiés qui sont en Grèce, on peut comprendre que ce ne soit pas le premier thème, la première chose à laquelle on pense quand on veut de la redistribution. Mais en tout cas, sur ce point-là, je pense que ça peut être mieux redistribué de l'Union européenne. C'est mon point de vue, en tout cas, pour les réfugiés. Joseph, je te vois sérieux. Oui. Non, mais je dirais plusieurs fois quand on pense à tout ce qui est initiative humanitaire, initiative caritative, on pense généralement aux dons. Du coup, des personnes qui aimeraient donner de leur propre argent pour aider les autres. Mais je dirais que ce que j'ai appris au moins avec Menton Livraison, c'est qu'avec au sein même d'une organisation, une institution, même si elle est locale, on peut s'organiser dès le début pour s'assurer que financièrement, elle arrive à maintenir le coup. En autre mot, on arrive à aider les personnes, mais en même temps, financièrement, on est indépendant pour ne pas nécessairement être dépendant sur la réalité politique ou les enjeux politiques. Du coup, ça, c'est le local. Donc là, tu parles du local, effectivement. Et même au niveau international, on peut vraiment repenser ces initiatives humanitaires pour qu'elles soient d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, puissent
indépendante du point de vue financier, à la place de se baser entièrement sur les dons des autres personnes ou des gouvernements. On peut commencer à repenser comment une organisation, elle pourra faire, si vous voulez, ce pont entre être une organisation humanitaire, mais en même temps être une entreprise. Pour pouvoir assurer, c'est ce qui est extrêmement important, le financement des activités qui sont tout de même à but non lucratif et tout de même humanitaire. Du coup, ça, c'est ce que j'ai, ma petite leçon avec Menton Livraison. Et si je pouvais refaire Menton Livraison, dès le début, j'aurais organisé cette initiative, cette organisation, pour pouvoir être financièrement indépendant et non pas dépendant des enjeux politiques ou de la réalité du gouvernement local avec les crises financières et tout ça. Mais sur le point de vue redistribution, je pense que vous avez plus une approche de l'État. On peut se poser la question, est-ce que l'État redistribue correctement l'argent aussi ? Quand on sait que certains États vont financer les autorités libyennes ou vont mettre des moyens colossaux pour réussir à renvoyer les migrants chez eux, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet argent-là d'une autre manière pour aider et pour trouver une solution beaucoup plus durable et beaucoup plus D'accord, j'ai compris, parce qu'en fin de compte, c'est ça un peu, ça revient un peu à ma question. En fin de compte, tout cet argent qui est gaspillé, c'était ça que je voulais dire. Là, tu prends l'exemple de renvoyer les migrants chez eux, surtout qu'ils reviennent, donc voilà, ça ne sert à rien. Donc étudier mettre des moyens financiers là-dedans pour qu'au final ils reviennent à chaque fois, parce que leur but c'est d'échapper la misère, d'échapper la guerre, etc. Mais tu es d'accord avec moi que malheureusement, ça c'est ma vision des choses. On peut pas, la France, je vais parler de la France, elle peut pas accueillir toute la misère du monde, sachant qu'on a quand même avec la France, on a un fonctionnement social, un des meilleurs fonctionnements sociaux au monde, je pense. Une meilleure, pourtant, on a une des meilleures redistributions d'argent dans notre pays. Et on peut pas. Donc, on est attractif par rapport sur la scène internationale, par rapport à tous ces migrants, toutes ces choses-là. Tu as conscience que peut-être on ne peut pas accueillir toute la misère, même si tu dis de ne pas les renvoyer. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Attention là-dessus. Je fais bien attention aux mots que j'emploie parce que nos auditeurs, je ne veux pas qu'ils interprètent mal les choses. Je veux dire que si on ne renvoie pas les gens et on les laisse tous venir et qu'on les aide tous, on ne peut pas à la France accueillir toute cette misère, c'est pas possible. Mais c'est là où la coopération européenne, je pense qu'elle est très importante. Exactement. Mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et faut même être si lucide. Voilà, les prémices de la coopération européenne, elle a eu lieu au début de la crise migratoire, mais il n'y a pas eu d'effet, il n'y a pas eu de résultat. Mais on vient d'avoir un exemple flagrant sur la crise du Covid. L'Europe, elle était où ? Chacun a pensé, excuse-moi, je vais employer un mot cru, mais chacun a pensé à sa gueule, je veux dire. Oui. Chaque pays, donc tu es d'accord avec moi ? C'est justement le problème, c'est qu'on ne parle pas ici de phénomènes qui sont nationaux, c'est des phénomènes de migration, c'est des phénomènes qui touchent tous les pays en Europe, c'est des phénomènes d'ampleur mondiale, donc on ne peut pas se mobiliser seulement un pays au cas par cas, il faut vraiment cette coopération, mais qui malheureusement n'existe pas. Donc vous parliez précisément de la France, je pense que la France pourrait mieux faire, mais en coopération effectivement avec l'Union européenne. Et puis pour revenir sur la question des redistributions, vous disiez qu'on avait l'un des meilleurs systèmes. C'est vrai qu'on met beaucoup d'argent en France, on a quand même, c'est un des pays avec le plus d'inégalités quand même, en tout cas en Europe de l'Ouest si on compare. Donc en termes de redistribution, je pense aussi qu'il y aurait des progrès à refaire. D'accord. Tu veux dire qu'en fin de compte, tout cet argent, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent socialement, on distribue beaucoup d'argent. Quand on regarde toutes les aides auxquelles autant les jeunes que certaines personnes ont droit, c'est impressionnant. Tout à l'heure, hors antenne, on va le dire, on discutait, et on a vu cette discussion hors antenne où je vous disais, il y a des gens qui, par exemple, ont travaillé toute leur vie en France, ont 800 € de retraite, et il y a des gens qui arrivent donc d'autres pays, qui ont pas travaillé, qui arrivent et qui ne travaillent pas et qui ont autant d'aides. Quand on cumule toutes les aides, ils en ont autant sans travailler, sans avoir travaillé en France, sans avoir cotisé. Donc on peut comprendre. Attention, je fais bien toujours attention au mot que j'emploie parce que les gens vont dire de côté, oui, c'est un réactionnaire. Non, on peut comprendre qu'il y a des personnes en face qui soient choquées par ça, qui n'aient pas envie de ça, que ça continue. Donc quand on parle d'aide humanitaire internationale, ça fait peur des fois. Vas-y, vous savez pas quoi dire. Ou je me suis mal exprimé. Non ? Allez-y. Non, j'ai pas de... Non, tout à l'heure on parlait de ça hors antenne, donc c'est pas évident. Donc pour revenir à notre sujet, l'aide locale et la solidarité locale et internationale, c'est pas évident de la mettre en place. C'est pas évident. Il faut de la volonté, de la motivation. Bien sûr, des personnes qui vont vous aider. Et puis, toujours chercher un peu à viser un peu plus haut, à demander de l'aide, ne pas hésiter, ne pas s'auto-censurer. Et puis, je pense que c'est relativement facile.
D'accord, je te vois, j'adore, je suis content parce que j'ai des jeunes avec de l'espoir aujourd'hui. Non, et je C'est bien. dirais, Et puis ça me recadre un petit peu moi dans ma vision des choses. pour être réaliste, en même temps, je dirais la chance est un grand facteur. Il y a beaucoup de facteurs qui sont pas qu'on peut pas contrôler. Par exemple, dans le cas de Sciences Po Réfugiés, puis il y a eu le camp à Vintimille qui a fermé. Évidemment, ça a posé plusieurs problèmes en tant que votre organisation. Vous aviez travaillé cette année pour réorganiser, repenser les choses, pour toujours venir en aide aux personnes. Du coup, je dirais le facteur de chance est quand même important. Comme moi, je pense, par exemple, à Menton Livraison. J'avais ce temps-là 18 ans. Je suis parti chez la mairie et j'aurais dit, écoutez, il faudra monter un système de livraison gratuit à tous les résidents de la ville en besoin. Et c'était difficile de les convaincre, étant jeunes, de la nécessité de ça, sachant que la crise de Covid n'avait pas encore nécessairement vraiment touché Donc la cette France. idée était bien oui, antérieure à la crise de Covid. Ah oui, début mars. D'accord. Je pense que Joseph, là, il relève un point important aussi. Je trouve qu'on ne donne pas assez confiance aux jeunes, à la jeunesse. On doit un peu batailler pour avoir ce qu'on veut, entre guillemets. Comme il l'a dit, Parle bien dans le micro, pardon. sinon ça coupe. Comme il l'a dit, Joseph, il a dû se présenter à 18 ans à la mairie et puis il n'a pas eu ce qu'il voulait dès le début. Il a dû insister, etc. Donc je pense que ça, c'est un des défauts aussi. On ne croit pas aux jeunes. Ouais. Et c'est pas notre cas ici. Je ne fais pas une généralité. Non, mais souvent, tu as raison. Souvent, quand on voit des jeunes. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend, parce que moi, je me dis toujours, quand on voit des jeunes étudiants débarquer, c'est qu'ils ont quand même une formation, ils ont une philosophie de l'organisation. Et on peut leur faire confiance, on peut essayer de leur faire confiance. C'est pas n'importe qui débarque. Bon, en tout cas, tout le monde, du moment qu'on est motivé, on arrive toujours à créer quelque chose. Mais c'est vrai qu'on laisse pas assez la place aux jeunes. Et c'est pas donné. Quand, par exemple, on pense à Menton, il y avait ces structures d'aide sociale, même au niveau local, sans même parler du niveau national et international, quand il y a ces structures d'aide envers les personnes âgées ou voire même les personnes défavorisées en général. Ça fait des décennies, dans certains cas, que ces structures sont les mêmes, ou s'ils ont évolué, ils n'ont pas nécessairement amélioré, ils n'ont pas changé beaucoup. Du coup, je pense justement, comme Cyril le disait, c'est extrêmement important de donner la place aux jeunes avec leurs nouvelles idées, leurs nouvelles visions. On parlait des visions et des approches différentes, de s'exprimer et de tenter de mettre en place des nouvelles approches aux différents enjeux de société. C'est ça qui est bien, parce qu'on le voit autour de notre table. Moi, je n'ai pas du tout la même vision que vous sur certaines choses, et c'est bien parce que vous m'ouvrez les yeux sur certaines choses où j'ai ma vision et vous m'apportez la vôtre. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les manières de débattre. C'est ça qui est intéressant, je trouve, aussi à Sciences Po, c'est qu'on a beaucoup de profils différents, en tout cas sur notre campus, encore une fois, avec beaucoup de nationalités, même en France, beaucoup d'endroits, de milieux sociaux aussi, même si parfois on pense qu'à Sciences Po, effectivement, il y a que des fils d'élite ou quoi que ce soit. C'est pas forcément le cas. Donc l'avantage, c'est qu'il y a quand même un débat d'idées aussi qui est assez important. Il y a beaucoup de sensibilités, y compris politiques, qui sont représentées. Donc on s'apporte tous beaucoup, je pense. Notamment des éclairages aussi sur des causes qu'on ne soupçonnerait pas de notre point de vue, de notre quotidien. Donc c'est ça aussi qui est vraiment bien, quoi. Alors donc pour revenir à notre sujet, on va terminer l'émission sur le local. Alors on aurait de quoi parler plus d'une heure, je crois, parce qu'on a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder, mais bon, les auditeurs peut-être ils vont peut-être pas écouter 2 heures, je sais pas. En tout cas, je suis très content de vous avoir avec moi. Et puis si vous avez encore des choses à dire, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole. Mais je voulais dire, on va revenir sur le local. Donc du coup, est-ce que tu penses que votre initiative, tout ce que vous êtes en train de faire et qui a marché, donc Menton Livraison, vis-à-vis de la municipalité locale, on ne va pas parler que Menton parce que vous pouvez rayonner aussi sur. Vous n'avez pas rayonné sur Roquebrune, c'était vraiment axé à Menton. On a tenté. Et il y a eu des approches de la part d'autres villes, notamment 2 autres villes, mais malheureusement, ça n'a pas nécessairement donné fruit. Ils n'en avaient pas besoin ou c'est pareil, comme tu dis, c'est parce que vous étiez jeune et que ça les a un peu effrayés? Il y avait plusieurs facteurs. Tout d'abord, le fait justement qu'on était jeunes. Deuxièmement, que c'était une initiative mentonnaise. Si vous voulez, même dans le nom, Menton Livraison, tout ça, ça a freiné les choses. D'accord, oui, Menton Livraison, effectivement. Pourtant, il aurait fallu s'appeler CARF Livraison. Ça aurait bien aidé. Voilà, France Livraison, tout simplement. Non, mais CARF, parce que je rappelle qu'on fait quand même partie de la CARF. Donc, cette initiative-là, donc maintenant, a porté quand même à prouver que vous étiez capable. Ah oui, je pense c'est bien que ça. ça vous a ouvert des portes et dans le futur,
vos prochaines initiatives seront mieux accueillies. On espère bien, et justement, pour revenir au nombre très vite fait, on a fait au-delà de 1000 livraisons, 45 000 euros de marchandises livrées, même au niveau de. Mais déjà, vis-à-vis de Menton. votre partenaire, vous lui avez apporté 45 000 c'est euros sûr, de chiffre c'est sûr. d'affaires. Et même au niveau de Menton, si vous voulez, l'image de Menton, il y a eu plus que 7000 visites web de 640 villes différentes. Lui, il connaît les chiffres. Hein. T'as vu ? Lui, il connaît les chiffres. De 40, Bravo. de 40 et quelques pays, et même on a été cité dans un livre publié sur la pandémie. Du coup, même au niveau, si vous voulez, régional, national, cette idée de Menton comme ville innovante, comme ville nouvelle, comme ville exceptionnelle, je pense que ça, c'est quand même un facteur important à prendre en compte. Vous êtes exceptionnel. Alors, le cursus de votre durée d'études, c'est combien sur le campus de Menton ? Alors 2 ans. 2 ans. 2 ans seulement. Ensuite, on a une année à l'étranger, Oui. bon, qui a été écourtée, puisque du coup, on fait que 6 mois à l'étranger à cause de la pandémie. Donc, dans une université partenaire. Et puis ensuite, donc, à l'issue de ces 3 années qu'on aura eu donc, en bachelor, on a un premier diplôme. Et après, on peut faire un diplôme de master. Alors, ma question, c'était donc 2 ans. Ça veut dire que les associations que vous êtes à la tête chacune ou que vous participez, elles vont continuer. Oui. C'est Ah oui, d'autres oui, étudiants oui. qui vont derrière, Oui. les bureaux vont changer, vont prendre la relève, donc elles sont... Ah oui, c'est sûr. D'accord. Et est-ce qu'il y en a des nouvelles qui se créent Oui. des Alors, nouvelles chaque année. année. Chaque année. Chaque année. Je C'est-à-dire dirais- qu'il y en a un qui arrive avec son idée et qui crée son association. Voire même chaque mois, plus ou Oui. moins, non Carrément. Bah, disons qu'il il suffit juste d'avoir un petit peu effectivement des amis C'est pour un le hydre à faire plusieurs avec têtes. et puis un peu de motivation et c'est pas très Motivation. compliqué de monter un projet. Et on n'a aucune contrainte au niveau de l'administration. On peut vraiment Ah oui. faire tout ce qu'on veut du moment que ça nous plaît. Alors, tout au long de... Alors, est-ce que j'ai tous les thèmes Il me semblait que j'avais tous les thèmes, donc j'ai peut-être pas tous les thèmes ici. Non, j'ai pas tous les thèmes des prochaines émissions, parce que vous allez être... Si, j'ai tout ce qui est prévu Ah, pendant c'est l'année, effectivement, parce que je vais rassembler à nos... Aujourd'hui, on a discuté, on a débattu, et on aurait encore, je pense on a survolé le thème, je pense. Parce qu'on aurait vraiment de quoi parler beaucoup encore. Malheureusement. Malheureusement, effectivement. Mais bon, donc on a reçu donc ces 3 associations, Menton Livraison. Alors là, j'ai l'abréviation, tu vois, il faut que je regarde, sinon je vais oublier. Sciences Po Refugee Help Menton et Solidarity. Donc pour comme t-shirt, pour parler solidarité. Et la prochaine émission, ça sera l'égalité, ça serait pas mal ça. L'égalité du sexe et du genre. On recevra l'association Féministe Union, Menton Loves et Student Support Association. Voilà, c'est tout au long de l'année. Donc on va recevoir jusqu'au mois de juin à chaque fois entre 3 et 4 associations. 3 au mois d'avril, 4 au mois de mai, 4 au mois de juin. Et puis on repartira la saison prochaine avec des nouveaux étudiants. Donc on a discuté aujourd'hui sur ce thème-là. Il est 11h01. On a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Mais moi, j'aimerais encore que vous parliez un petit peu solidarité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à nos auditeurs sur ce thème-là, sans question? Allez. Par exemple, pour Menton, en local, on va rester sur le local. Là, je disais, voilà, les études, les migrants, le thème des migrants, Menton, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça va se passer? Bien de s'engager, de toute façon, c'est le seul mot, s'engager, prendre plaisir, et puis n'importe quel âge, du plus petit au plus grand, c'est facile de s'engager. Facile, bon. Pour la jeunesse, beaucoup plus. Mais c'est toujours une question de motivation. oui, une question de Et de motivation. temps aussi. De motivation et puis aussi de sensibilisation, c'est-à-dire que pour s'engager sur des thèmes comme ça qu'on ne connaît pas forcément, on n'a pas encore forcément tous les enjeux, il y a tout un travail de sensibilisation qu'on peut faire en Peut-être se amont. renseigner avant. Voilà, se renseigner, regarder des films, des reportages pour mieux connaître la situation et parfois Pour être touché, peut-être. voilà, peut-être prendre conscience finalement Prendre conscience. ou Et puis voir aussi- qu'en fait c'est quelque chose de différent de ce qu'on aurait pu croire quoi. Bien sûr, Voir bien différents sûr. points de vue. On a beau être dans nos associations, ça fait 1 an ou ça fait 2 ans, et puis on apprend des nouvelles choses tous les jours, des nouvelles informations, que ça soit culturelles, juridiques, etc. Donc, Oui, c'est ça. Et puis pour des gens qui ont peut-être d'autres moyens, parce que je pense qu'aussi il y a l'un des thèmes qui est important pourtant dans la région, qui n'est pas forcément présent dans nos associations, malheureusement, c'est par exemple tous les réfugiés de la Roya. Mais c'est quelque chose que nous, on ne peut pas forcément faire, puisque on n'est pas motorisé. Donc aller, par exemple, jusqu'à Tende, etc. C'est un message que C'est tu m'envoies là? Ah non, pas forcément, pas forcément. Mais je veux Vous avez dire, un camion. d'une manière générale, je veux dire, parce que je sais que c'est un reproche qu'on nous a fait, parce que si j'étais dans une autre association, on a participé à une collecte de fonds pour le Liban, et que sur notre page Facebook, on avait effectivement beaucoup de commentaires de personnes de la région qui nous disaient pourquoi vous aidez au Liban et pourquoi vous aidez pas à la Roya.
tout simplement déjà, et d'une, parce que l'association avait été aussi lancée avant la tempête Alex, et de deux, parce que c'est vrai que nous, c'est assez compliqué de nous engager, parce que voilà, pour aller à Vintimille, on peut prendre le TER, à Menton... Et on va rappeler à nos auditeurs que vous êtes exceptionnels, vous êtes montés en bus et en taxi pour rejoindre le studio qui est à Castillon. Voilà, mais par contre, le taxi, je tiens à dire, c'est juste pour la personne qui est en retard. Ça, qui a raté son bus. Mais en tout cas, il a pris un taxi, il est venu quand même rejoindre l'émission Bravo sur son argent personnel. Il ne faut pas l'oublier, ça, quand même. Ouais. Voilà, il a payé avec son argent personnel. Comme quoi, vous avez autour de la table des étudiants qui sont motivés, qui voulaient parler du sujet. Et je vous dis, je pense qu'on l'a survolé, parce qu'il est tellement vaste, ce sujet. Il y a encore plein de questions à poser, comme tu disais tout à l'heure. Cette vision des choses, les gens, pourquoi on aide d'autres pays et pas la France? Vous, en tout cas, vous partagez le travail, puisque vous avez des associations qui aident l'international, et vous avez donc autour de la table 2 qui sont là pour le local, Menton Livraison. Voilà. Ouais, c'est ce que vous disiez, on n'a pas du tout on n'essaye pas ni seulement de s'investir qu'à l'international ou ni seulement de s'ancrer dans le local. On fait tout, ça dépend des initiatives étudiantes. Et le fait est que finalement, oui, on aide aussi bien au niveau national qu'international. D'accord. Et justement, que ce soit local, national ou international, ça sera toujours un devoir. Du coup, pour terminer, moi, de ma part, je reviens à ma première intervention. Le mot de la fin, vas-y, chacun, vous allez donner votre mot de la fin. Moi, c'est ça, en fait. C'est un devoir, tout simplement. L'engagement, que ce soit national ou international ou même local, que ce soit pour des intérêts culturels, que ce soit pour les émigrés, que ce soit pour les personnes âgées, pour moi, tout simplement, c'est un devoir. C'est un devoir de s'engager et d'aider les autres. Et est-ce que c'est plus tard, vous continuerez aussi, vous pensez? Est-ce que vous vous dites plus tard, vous ferez partie d'associations où ça va, tout dépend de la vie, comment elle va se présenter pour vous, mais je pense que c'est quelque chose qui va rester. Ah, sûrement. Je sais sûrement. Pas. D'une manière ou d'une autre, vous aurez une manière d'aider les autres. C'est important de garder effectivement un peu un sens aussi à ce qu'on fait et d'une manière générale. Après, quand on est jeune, c'est sûr que c'est plus facile de s'engager parce qu'on a plus de temps. Mais oui, c'est quelque chose, je pense, en tout cas pour moi, qui est bien, pour tout le monde, c'est de garder ça à l'esprit aussi tout au long de la vie et de pas uniquement faire les choses pour soi. Moi j'ai une grosse mémoire visuelle, c'est bien parce que tout au long de votre carrière, je vous suivrai. C'est-à-dire que si un jour je vous vois sur un plateau télé ou ailleurs ou à la tête de quelque chose, je me rappellerai, tiens, lui il est venu à la radio, il disait ça. Ouais. Je verrai si, puis au pire je téléphonerai en disant, mais tu disais ça à l'époque, hein. Tu dis pas la même chose aujourd'hui. Je vous rappellerai alors. Donc ça c'est ta vision et vas-y Cyrine. Ah, c'était Nesrine que j'avais reçu la dernière fois. Et toi, c'est Cyrine. Le mois dernier, pardon. Mon mot de la fin, ça serait que ça doit rester un plaisir et puis ça doit être spontané. On ne fait pas ça en attendant quelque chose en retour. Et puis on le fait par plaisir parce qu'on aime aider les gens et parce qu'on veut aider les gens. On veut changer les choses à notre échelle, bien sûr, mais toujours. Tu sais que l'altruisme, c'est se faire plaisir. Hein. Oui. L'altruisme, c'est ça, hein, parce qu'en fin de compte, quand on donne... ce que je fais aujourd'hui, l'exemple, je vous reçois aujourd'hui à la radio et je vous expliquais que j'avais laissé la place aux jeunes et que je suis content de recevoir des étudiants, tout ça. Mais en fin de compte, en faisant ça, je me fais plaisir. Donc c'est ça, mais je suis heureux de faire ce que je suis en train de faire. Et donc, ton mot de la fin? Au mot de la fin, c'est le même message, c'est-à-dire qu'il y a toutes les aides se valent, il n'y a pas d'aide qui est inférieure à une autre aide. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut, c'est s'investir avec motivation. Et puis garder à l'esprit aussi la reconnaissance que l'on peut en tirer. Et c'est vraiment l'aide, quelque chose qui est bénéfique pour les deux, pour le receveur et celui qui donne. Alors, vous savez qu'ici, quand on est venu une fois dans cette radio, on revient quand on veut. Donc, si un jour vous avez envie de vous greffer à une autre association, venir et parler, faire du débat et tout, vous savez d'autres sujets, vous avez mon mail, vous m'envoyez un mail ou vous passez par Joseph qui est mon interlocuteur principal. Et la radio est grande ouverte et c'est vraiment notre créneau, hein, de laisser la place aux jeunes, d'être une vraie radio locale. Voilà, on cherche pas à faire du commerce. Je le rappelle et je le répète à chaque fois. Les gens vont dire, il nous saoule un petit peu, mais non, mais je veux vraiment ancrer ça dans le raisonnement des gens. On est une radio locale qui cherche pas à faire du commercial. Si à un moment donné on ne les écoute plus parce qu'il n'y a pas de musique et qu'il n'y a que du débat, tant pis, on fera du débat et on parlera. On laissera la parole aux gens d'ici, aux jeunes, aux moins jeunes, et c'est notre but et on fera ça tout le temps et bientôt on le fera encore ailleurs puisqu'on sera dans plusieurs endroits différents. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec moi. Merci vraiment beaucoup. Très fier de vous avoir reçu. Je disais donc la prochaine émission, ça sera sur le thème de Joseph. Rappelle-moi. Prochaine émission, ça sera sur l'égalité du sexe et du genre. Voilà. Ça, donc au mois de 15 mars, si on n'est pas confiné encore, s'il n'y a pas le couvre-feu, puisque ça sera une émission qui sera le soir de 19h à 20h, mais sauf bien sûr si on est encore dans la période de couvre-feu, on décalera cette émission au samedi comme on vient de le faire aujourd'hui, puisqu'on devait vous recevoir lundi.
C'est bien Voilà, ça. merci. On va essayer de trouver une solution pour vous redescendre. On appelle à la solidarité locale pour faire l'autostop. Alors voilà, on a parlé de solidarité. Maintenant, on va voir si c'est de la vraie solidarité. Il y a un arrêt de bus à la sortie du village et si vous voulez venir les récupérer, on va essayer de trouver une solution. En tout cas, si vous les voyez, pour ceux qui nous ont écoutés, si vous les voyez sur la route de Castillon, n'hésitez pas parce qu'il y a 10 km pour redescendre. Voilà. Puis ça fait loin. On est gentils. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que samedi prochain, vous aurez aussi une émission. Là, ça sera carrément autre chose. Ça sera Back to the Culture. On fera un retour dans les années 80 avec nos journalistes, avec toute notre équipe, de jeunes aussi. On a 2 étudiants de l'école de journalisme, 4 étudiants de l'école de journalisme de Nice qui sont avec nous et pour leur émission. Ça sera aussi leur émission. Voilà, la place aux jeunes sur notre radio. On est content. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, autant sur la FM, le web et bien sûr le live Facebook. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce sujet. Je disais, on aura encore de quoi parler de très longues minutes. On l'a survolé. J'espère que vous avez eu le temps de dire tout ce que vous vouliez dire. Ah, c'est sûr. C'est sûr. On pourrait toujours plus parler, mais ouais, principal. Déjà, on est 1 heure. Et voilà. Merci à tous. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Millénaire. C'est le week-end. Profitez bien, il fait beau. Puis malheureusement, il faudra rentrer à 18h. Bye bye à tous. Les Mentonnais ont leur radio, c'est Fréquence Méditerranée. Votre Intermarché Saint-Roman vous accueille tous les jours de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 12h30. Vous avez peut-être quelque chose de mieux à faire